Alors je vais donc prendre la parole pour une intervention consacrée au rôle du père au sein des couples désunis. Alors c'est une intervention qu'aurait dû faire Isabelle Corpart, dont c'est un des sujets vraiment de spécialité. Voilà, malheureusement, bon, elle nous a fait savoir qu'elle ne pourrait pas être présente parmi nous. Elle m'a partagé ses réflexions et donc je vais, alors sans chercher évidemment à limiter, mais voilà, en tout cas, je vais essayer de restituer aussi fidèlement que possible ses pensées sur ce sujet qui est sérieux et assez douloureux, évidemment, puisqu'il est question ici de désunion. Alors, pour commencer, bon, je dirais que, et pour rappel, le père est, dans un couple marié, celui qui a bénéficié de la présomption de paternité. On l'a vu, on en a parlé hier. Mais il sera aussi bien sûr question du père qui a reconnu l'enfant, sans aucun doute. Et ce père-là, c'est celui qui a créé, est parvenu à créer une famille. Et l'effort commun pour l'homme et pour la femme, si on reste dans ce modèle-là, mais il sera aussi question des couples d'hommes dont je parlerai, l'effort commun, c'est d'essayer de créer une stabilité, trouver un équilibre au sein de la famille, pour que celle-ci, évidemment, puisse durer dans le temps. Et malheureusement, quand cet équilibre se rompt, ce qui peut arriver, les relations familiales vont connaître de lourds changements du fait de cette séparation des parents. Et c'est le cas, bien sûr, lorsqu'ils ne vivent plus sous le même toit, et un certain nombre de questions sur lesquelles je m'appesantirai vont se poser dans ce cas-là. Alors, le risque en cas de séparation, et je vais reprendre ici une formule qui a été employée par Clotilde Brunetti-Pons dans sa contribution au mélange sérieux, le risque ici, c'est la destitution du paternel. Une formule qu'elle emploie, risque de destitution du paternel en cas de divorce ou en cas de séparation du couple non marié. Elle entend par là la fragilisation de la place des pères dans cette hypothèse de séparation, destitution du paternel, cette fragilisation de la place des pères. Et il arrive même parfois que dans ce contexte-là de séparation, une action soit introduite visant à contester la paternité de celui qui était le père légal. Et alors auquel cas, la situation est plus grave encore, puisque celui-là qui était père ne le sera plus. Il pourra malgré tout obtenir éventuellement un droit de visite sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil qui peut être accordé à l'expert dans cette optique de maintien de relations qui ont pu exister. Alors ça, évidemment, c'est dans une vision assez négative, je dirais, de la situation, cette idée de destitution du paternel, parce que, rappelons-le, et appuyons-nous ici sur les textes, il y a une égalité du point de vue de l'enfant entre les parents, mais une égalité qui est maintenue malgré la séparation. Ils exercent en commun l'autorité parentale, et continueront de l'exercer malgré la séparation. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a une égalité homme-femme, une égalité père-mère, malgré la séparation. C'est vrai pour les couples mariés, c'est vrai aussi pour les couples de concubins, bien sûr. Rappelons cette mission commune qu'ont les parents, quels que soient, qu'ils soient séparés ou non, mission commune de veiller à la sécurité, à la santé, à la moralité de l'enfant. Et ça, c'est effectivement leur mission, et une mission qui dure dans le temps. Ils doivent participer à son éducation, permettre son développement, et là je rebondis sur ce que disait Margot Musson tout à l'heure, le tout sans violence physique ou psychologique, y compris éducative. Les textes ont effectivement évolué ici ces dernières années. Bref, on est face à une situation de coparentalité. Ce terme est bien inscrit, a été consacré dans la loi depuis le 4 mars 2002. Alors, cela est vrai dès lors que l'enfant a bien deux parents à la naissance. Cette coparentalité existe dans ce cas-là. S'il n'y a qu'un seul parent à la naissance, c'est ce parent-là qui va exercer seul l'autorité parentale. Et si l'autre parent se manifeste à un moment donné, il sera néanmoins possible de réintroduire cette dimension de coparentalité sur la base d'une déclaration conjointe, mais ça suppose l'accord évidemment du parent qui l'exerce déjà, et généralement en pratique c'est la mère, de se mettre d'accord via cette déclaration conjointe
pour que, eh bien, ils exercent ensemble l'autorité parentale. Bref, l'idée est la suivante, les parents ont des droits identiques pour élever leur enfant et leur double avis compte, notamment dans certains cas. Et tout à l'heure, Paul Véron nous en parlait dans certaines situations et bien particulièrement aiguës, notamment en matière médicale. Alors, il est question donc de coparentalité et une des questions se posera, sensible, du lieu de résidence de l'enfant. Ça, c'est évidemment un point particulièrement difficile, complexe. Il va falloir déterminer quelle sera la résidence habituelle de l'enfant. Est-ce que ce sera chez l'un? Est-ce que ce sera chez l'autre? Est-ce que l'on optera, et hier on avait ces explications particulièrement pertinentes de Sébastien Dupont avec une approche très psychologique, est-ce qu'il y aura plutôt une résidence alternée, laquelle est souhaitable et pour les parents et pour l'enfant? Une autre question se pose en cas de séparation, qui est celle du versement potentiel d'une pension alimentaire, laquelle pèsera assez souvent sur le père dont les revenus sont sans doute plus conséquents. Quid de cette pension alimentaire, spécialement dans le cas où l'enfant est confié à la mère, ce qui est en pratique le cas le plus fréquent, mais aussi en cas de résidence alternée, s'il est le plus fortuné. Ça aussi, c'est une question sensible qui ne manquera pas de se poser. Alors, il est question ici du rôle du père quand les conjoints se séparent, mais attention, cette situation n'est pas à confondre avec la suppression du lien paternel, parce qu'en ce cas, et ça peut arriver, notamment lorsque la mère conteste la paternité de celui qui était son conjoint, on peut effectivement avoir cette non seulement séparation, mais suppression du lien paternel. Alors dans ce cas-là, l'ex-père, alors pas avec un T, celui qui était père, n'a cette fois plus aucun rôle à jouer. Qu'il s'agisse de l'exercice de l'autorité parentale, de l'administration des biens de l'enfant, il n'aura pas à entretenir ce dernier non plus, et pourrait même, pourquoi pas, dans une hypothèse bien particulière, réclamer, demander des remboursements pour les sommes versées pour l'enfant qu'il pensait avoir procréé, et dans le cas où sa femme lui aurait caché qu'elle avait une liaison avec un autre homme. C'est possible, on a effectivement de la jurisprudence sur ce point, avec une disparition rétroactive de l'obligation d'entretien. Ça peut arriver, celui qui était père et qui demande remboursement des sommes qu'il a consenti à verser, dans ce cas-là, s'il a été trompé. Malgré tout, et parce qu'il peut avoir ce souci de faire durer dans le temps des liens qui ont existé, il peut, je le disais, demander un droit de visite sur le fondement de l'article 371-4. Alors voilà, effectivement, dans un propos liminaire, comment se présente cette question-là du rôle des pères dans les couples désunis. Mais pour bien comprendre cette place-là, et pour aller un petit peu plus loin, voyons l'instauration du principe de coparentalité et sa traduction en cas de séparation pour ensuite s'intéresser à l'évolution et aux perspectives d'avenir en ce domaine. D'abord, l'instauration du principe de coparentalité. Alors le principe est simple, on l'a déjà dit, père et mère élèvent ensemble leurs enfants avec pour mission celles qui sont indiquées dans le Code civil, veiller à la sécurité, à la santé, à la moralité de l'enfant. Et cette règle de coparentalité est clairement le principe. Les parents vont devoir, et même en cas de séparation, administrer légalement les biens de l'enfant. Ils vont gérer ensemble les biens du mineur. Ils vont pouvoir certes faire seuls les actes usuels, on en parlait tout à l'heure, les actes d'administration, mais il va falloir, malgré les désaccords qui ont pu justifier la séparation, se mettre d'accord, justement, pour les décisions les plus graves qui intéressent l'enfant. Et éventuellement, devoir s'adresser au juge lorsque leur accord ne suffit pas, c'est-à-dire pour les actes qui sont de loin les plus graves, par exemple, pour contracter au nom du mineur. Ils ne pourront pas le faire seuls, il va falloir effectivement saisir le juge à cette fin. Donc ce sont des actes qui sont listés dans le Code civil à l'article 387-1. Alors je le disais, dans cette configuration-là, il y a une difficulté, c'est le lieu de résidence de l'enfant. La détermination est un point extrêmement délicat
Et si on regarde les décisions de justice qui sont rendues, eh bien cette analyse montre qu'aujourd'hui, bien souvent, l'enfant est plus souvent confié aux mères. C'est un constat que l'on connaît tous, puisque parfois ça a pu être médiatisé. On a vu il y a quelques années des manifestations de pères de famille bien qui contestaient effectivement cette situation-là, avec cette impression de se heurter à un mur. Et pourquoi ? Parce que traditionnellement, eh bien, on considère que les mères sont les plus aptes à éduquer, à poursuivre effectivement cette mission vis-à-vis de l'enfant. Donc les décisions de justice sont très claires de ce point de vue-là. Alors beaucoup de pères s'en émeuvent et critiquent cette situation-là. C'est vrai, on l'a vu, mais certains d'entre eux ne souhaitent pas pour autant continuer à s'occuper, à prendre soin de leur enfant. Et malheureusement, certains finissent par couper tout lien avec eux. Ça arrive aussi, et ça peut d'ailleurs conduire, et on avait quelques jurisprudences à l'époque, de changement de nom de l'enfant, dans ce cas-là, notamment pour des motifs affectifs, lesquels étaient autrefois impossibles. Alors, lorsque l'enfant est confié à sa mère, que se passe-t-il ? Eh bien, concrètement, en pratique, le père se voit accorder un droit de visite et d'hébergement, sauf motif grave. Et s'il y a justement ces motifs graves, c'est-à-dire des faits, on en parlait tout à l'heure, de violence vis-à-vis de l'enfant, eh bien, ce droit de visite et d'hébergement sera plutôt écarté au profit d'un droit de visite médiatisé, dans l'intérêt de l'enfant, bien sûr. En tout cas, ce droit de visite, disons-le, est extrêmement important ici, puisqu'il vise à maintenir les liens entre le père et les enfants, et on remarquera aussi assez souvent que les juges glissent cette formule dans leur décision, de permettre que l'enfant puisse être avec son père le jour de la fête des pères, quand bien même, à ce moment-là, il est censé être avec sa mère. Voilà. Donc ça nous rappelle bien ici, quand le juge pose ce droit de visite et d'hébergement, que ce droit de visite vise à cela. Inscrire effectivement dans le temps ce lien père-fils ou fille. Et donc cette anecdote du jour de la fête des pères nous le rappelle évidemment. Alors, faute de vie commune, le parent qui ne réside pas avec l'enfant va devoir souvent contribuer en espèces sonnantes et trébuchantes à son entretien, et en l'occurrence par le versement d'une pension alimentaire. Y compris, je vous le disais, s'il a pas mal d'argent, s'il a des revenus très élevés, plus élevés que ceux de la mère, en cas de résidence alternée, ça arrive aussi. Alors, ajoutons à cela que la place du père séparé de la mère est reconnue. On le voit à travers tout ce que je viens de vous indiquer, elle est maintenue, car il est important pour l'enfant, d'un point de vue psychologique et du point de vue de son développement, de conserver des relations aussi bien avec son père qu'avec sa mère et avec ces deux lignées familiales. Autrement dit, le couple parental survit au couple conjugal. Et c'est vraiment l'idée ici qui irrigue cette situation-là. Le couple parental survit au couple conjugal. Alors ça peut ne pas être évident pour tous les pères, évidemment, notamment toutes les fois où ils s'occupent seuls de leur enfant, parce qu'il y a une représentation sociale qui fait qu'on estime qu'un père ne peut pas, alors je évidemment ne cautionne pas ça, mais qu'un père ne peut pas élever seul sans mère un enfant. Voilà. Et bien pourtant, il va falloir qu'il endosse malgré tout ce rôle dans un certain nombre de situations, et plus encore s'il y a une résidence alternée. En tout cas, il y a cette idée-là qu'il va falloir soutenir. On a plusieurs thèses d'ailleurs en sociologie à ce propos. Il faut pouvoir soutenir les pères séparés des mères dans cette perspective-là, de leur permettre de continuer de s'occuper de l'enfant malgré la séparation. On a des thèses, par exemple, quand les pères montent la garde, discours, pratique, conscience de domination dans les mobilisations collectives des pères séparés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est une thèse en sociologie à Paris 8. On a des ouvrages, Les papas en danger, point d'interrogation. Voilà, question sensible ici. Alors le plus souvent, heureusement, les pères restent bien aux côtés de leurs enfants, quel que soit l'état de leur relation et de dégradation de ces relations avec leur ex-épouse ou ex-concubine. Alors il est envisageable que le juge confie l'exercice de l'autorité parentale dans ce contexte à un seul parent si l'intérêt de l'enfant le commande. Il peut aussi opter, dans des cas extrêmes, pour
un retrait de l'autorité parentale en fonction de l'attitude de l'autre parent, et en pratique, cela pèse bien souvent sur les pères de famille. Alors, on le sait, désormais, les choses sont très claires. On considère aujourd'hui qu'un mauvais mari peut être considéré comme un mauvais père, et ce sont toutes ces mesures de retrait de l'autorité parentale, notamment dans les cas de violence conjugale. Voilà en tout cas comment se traduit ce principe de coparentalité en cas de séparation. Voyons maintenant l'évolution et les perspectives d'avenir à ce propos. Commençons par revenir sur un chiffre, effectivement. On est en 1990, et dans les années 90, lors d'un divorce, les pères ont pu se sentir assez brutalement considérés et privés de leur enfant, car environ 80% des gardes étaient alors confiés aux mères. Les chiffres étaient vraiment extrêmement importants. Ils le sont un peu moins aujourd'hui, mais enfin, il y a quand même une réalité qui demeure. Si la place des pères est la même que celle des mères en cas de rupture du couple, rappelons que cette séparation est sans incidence sur un certain nombre de points. Par exemple, en matière de responsabilité. Que l'enfant soit confié à la mère, et qui est le cas le plus fréquent, en termes de responsabilité, la responsabilité civile, si l'enfant commet un dommage, elle pèse sur les parents. Et sur ce point, on a aujourd'hui un abandon de cette condition de cohabitation qui a été d'abord initié par la jurisprudence en cas de séparation il y a 1 an et qui a été acté par le législateur en juin 2025. Voilà. Peu importe où l'enfant réside habituellement, même si c'est chez la mère, la responsabilité pèse de plein droit, nous dit le texte, sur les parents dès lors qu'ils exercent l'autorité parentale, et ce sera le cas le plus fréquent. Parce qu'on le disait, les retraits d'autorité parentale sont des situations, allez, disons, minoritaires et pathologiques qui ne représentent pas la majorité des situations. Donc quand un enfant commet un dommage à autrui, et injustement, c'est aux parents effectivement d'assumer cette responsabilité, malgré la séparation. Donc ça, le Code civil a été revu, corrigé. On a supprimé la condition de cohabitation en juin 2025. C'est l'article 1242, alinéa 4. Voilà, donc ça nous confirme ici, c'en est une bonne illustration, cette question de la responsabilité, cette égalité entre père et mère, alors qu'auparavant, ce n'était pas toujours le cas. En tout cas, il est important, et pour l'avenir, de souligner l'importance de l'enfant de conserver des liens avec et son père et sa mère, et de soutenir que la résidence habituelle, et alors là, effectivement, il y a un discours, il y a un message à faire passer, et hier, l'intervention de Sébastien Dupont était particulièrement éclairante sur ce point, que la résidence alternée ne doit pas être seulement retenue quand les parents séparés le demandent, mais qu'elle puisse bien être une option à part entière, y compris lorsqu'il n'y a pas d'accord des parents à ce propos. On le fait et on doit pouvoir effectivement l'inscrire dans les décisions de justice, parce qu'il en va et de l'intérêt de l'enfant, bien sûr, mais aussi de l'intérêt des parents dans leurs relations respectives. On le disait hier, évidemment, quand on s'occupe de la même façon, 1 semaine sur 2 par exemple de l'enfant, forcément on est confronté aux mêmes réalités, aux mêmes situations, et donc les parents séparés peuvent en parler franchement. S'il n'y a qu'un droit de visite et d'hébergement, si le père conserve effectivement accueille ses enfants un week-end sur 2, évidemment il n'est pas confronté aux mêmes réalités, et donc il est mal placé pour dire à la mère comment celle-ci doit s'occuper de l'enfant. Donc c'est là où il y a un changement profond à mettre en œuvre, que de faire comprendre, et notamment aux magistrats, mais pour avoir été juriste assistant, je sais effectivement ce que c'est, mais de faire passer en tout cas ce message de l'importance de la résidence alternée. Alors de ce point de vue-là, la parole de l'enfant compte, celle qu'il exprimera vis-à-vis du juge, qu'il puisse aussi dire combien il est important pour lui de maintenir des relations avec son père. Il doit faire savoir qu'il tient à côtoyer son père pour bien grandir, mais aussi possiblement pour ne pas souffrir.
Mais tout comme dans des situations problématiques, il doit faire savoir au juge que son père a une attitude qui peut être brutale à son égard et qu'il ne souhaite pas effectivement conserver un tel lien, en tout cas durablement. Ça aussi, il faut pouvoir le faire entendre, et on a des cas. On a eu un arrêt en 2023 à ce propos d'un enfant qui était brutalisé par son père, et l'arrêt montrait bien la nécessité de tenir compte de la parole du mineur dans ce cas aussi. Ajoutons que quand les couples sont désunis et que la mère se voit confier l'enfant, beaucoup d'hommes ne gardent pas leur place de père, si bien que on se retrouve face à une situation de famille monoparentale où la femme, effectivement, est seule maître à bord vis-à-vis des enfants. Alors c'est redoutable pour les enfants, dans la majorité des cas, puisqu'ils ont besoin d'un lien avec leur père, si bien qu'on pourrait suggérer que l'on passe d'un droit, je parle en termes de terminologie ici, d'un droit de visite et d'hébergement à un devoir de visite et d'hébergement, pour bien signifier, même si concrètement ça ne change pas grand-chose en termes d'application, mais pour bien signifier que, il y a ici une responsabilité du père vis-à-vis de l'enfant. Parler d'un devoir de visite et d'hébergement paraît beaucoup plus opportun de ce point de vue-là, puisque on soutient l'enfant et en même temps on rappelle au père quels sont ses devoirs vis-à-vis de lui. Voilà, donc l'importance du contact avec le père. Alors enfin, et on peut ajouter un dernier mot à ce propos, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent concerne la séparation volontaire des couples. Séparation volontaire du couple marié, séparation volontaire du couple de concubins. Mais n'oublions pas aussi, il y a un certain nombre de séparations qui ne sont pas volontaires. Et donc, on a des couples qui sont désunis parce que, effectivement, les choses se sont présentées ainsi. Alors, ça peut être, bien sûr, la mort d'un parent. C'est le cas, évidemment, classique ici, décès d'un parent, où on va avoir un couple, effectivement, qui disparaît de cette façon-là. Et c'est une situation qui n'est pas simple, parce que celui qui reste ici va devoir s'occuper seul des enfants, mais il va devoir aussi gérer seul une situation patrimoniale, gérer seul les biens des enfants, parce que les enfants, dans ce cas-là, sont héritiers. Et donc, il va y avoir tout un patrimoine aussi à gérer dans ce cas de figure-là. Donc, n'oublions pas cette hypothèse-là dans le traitement de ce sujet. Alors voilà, effectivement, brossé à grandes lignes, un sujet extrêmement important, celui des couples désunis, avec des perspectives d'avenir qui sont importantes ici. C'est de renforcer la place du père et de faire que celui-ci puisse, dans des cas toujours plus nombreux, de bénéficier à part égale de la garde de l'enfant, dans l'intérêt de celui-ci, mais aussi dans l'intérêt des parents. Merci de votre attention.